Bon, c'est un de ces débuts là, où j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. On vient juste de dire à quel point cette ouverture-là, c'est notre moment préféré. Oui. Quand Godin n'est pas là, parce que lui, il aime pas ça. Lui, il haït ça. C'est ça. Il haït ça. Fait qu'entre nous trois, c'est notre moment préféré. Ouais. Oh, ben c'est le cas de le dire, les gars. Quoi? Hein? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ivan Demidov, j'arrête pas de lire. Non, oubliez ça. Ce que vous entendez, que ça se peut qu'il vienne. C'est de la foutaise. Comment ça? Moi, je croyais à ça, là. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Bon, puis ça s'appelle un coup de théâtre, Alexandre. C'est comme ça que ça s'appelle. Parce que, honnêtement, le Canadien lui-même n'avait pas vraiment d'espoir de pouvoir s'en venir à une entente avec lui parce que, ou du moins de convaincre le SCA de pouvoir le laisser partir parce que c'était quelque chose qui était hors du contrôle du Canadien. Ça relevait entièrement de la décision du SCA. Alors, en ce sens-là, de faire en sorte que Roman Rothenberg et les autres de SCA décident de faire en sorte que Demidov non seulement ne se joindra pas à la MHL ou à la VHL, qui est un peu l'équivalent du club école ou la Ligue américaine de la KHL, et que, au contraire, on lui dise correct, on te libère, puis même si on n'est pas rendu au 31 mai, puis que ton contrat est encore valide, traverse l'Atlantique, puis va rejoindre les Canadiens. Ça, honnêtement, ça sort à peu près de nulle part, fait que c'est une super bonne nouvelle pour les Canadiens. Ouais. OK, ben vas-y, Alex. Ben là, pendant qu'on parlait, le Canadien a confirmé effectivement son contrat de 3 saisons. Il va brûler la première année de son contrat cette année. Donc, ça nous mène jusqu'en 2027, jusqu'à la fin de 2027. Alors, le Canadien l'avait pas encore confirmé à la base. C'était le SCA, comme le dit bien Marc-Antoine. Le SCA, c'est Manon vient lancer le SCA qui l'avait dit sur les réseaux sociaux, mais là, c'est effectivement confirmé. Alors, pour le Canadien, c'est sûr que c'est une excellente nouvelle. Là, je veux pas être désagréable, mais je peux pas croire là, que ça... Il y a un coup de fil aujourd'hui. Je peux pas croire qu'il n'y a pas eu de travail en amont. Je peux pas croire que la visite de Hughes, il y a quoi? C'était il y a quelques mois maintenant. Décembre. Ouais. Je peux pas croire que le fait que c'est quel lien de parenté avec Bobroff? C'est le père de Nick Bobroff qui travaille pour le SCA. Exact. Oui, c'est ça. Ben écoute, il y a certainement, oui, ils ont leurs entrées dans cette organisation-là, puis c'est sûr que ça aide à faire en sorte que la communication s'améliore, mais pour que Kent Hughes ait pris la peine de se rendre en Russie cet hiver, c'était aussi pour envoyer le message à Ivan Demidov de dire n'entends pas l'appel des sirènes, ne cède pas à la tentation de signer une prolongation de contrat avec le SKA. Tu préfères ça comme ça, Alex? Mais bref. Mais bon, en tout cas, avec Saint-Pétersbourg, bon, Yann. Et puis, parce que nous, on tient à toi, on a des grands projets pour toi, puis le plus vite sera le mieux. Alors, le plus vite, aujourd'hui, c'est une énorme différence parce que là, tu peux, évidemment, ça va prendre, c'est quand même 12 heures de vol, il sera pas ici ce soir, là, mais sauf que on peut s'attendre à ce qu'il soit en uniforme quand même assez rapidement et qu'il ait un impact assez rapide parce que c'est ce niveau de talent-là, c'est pas seulement Oliver Kapanen. On parle d'un joueur d'une autre dimension qui va venir joyeusement pimenter l'attaque du Canadien. Là. Mais là, en même temps, tu sais, Martin Saint-Louis n'aime pas ça, défaire ses trios, il aime ça. Ouais, ben là, il y a Michael Pezzetta qui joue avec cette formation-là depuis très longtemps. Je pense qu'on peut dire que ses jours achèvent, là, tant et si bien que les autres demeurent en santé. Mais écoute, Demidov, il manque après le trio de Nick Suzuki qui a quand même transporté pas mal cette équipe-là depuis particulièrement la pause des 4 nations. Suzuki est à quoi environ 45%. Il a participé à environ 45% des buts de son équipe. C'est phénoménal. Depuis donc 2 mois environ. Ça t'apporte une dimension qui est absolument névralgique pour le Canadien. Oui, il y a eu de la part secondaire, particulièrement du trio des vétérans. Gallagher, Dvorak, Anderson font plus que leur part, on s'entend. Mais à 5 contre 5, c'est limité. Puis Demidov, on l'a pas vraiment vu jouer, ou en tout cas, on a vu des faits saillants, forcément. Il y en a qui se sont peut-être plongés un petit peu plus. On ne sait pas encore exactement ce que ça va donner, mais comme
Mag, Ska, Mag le disait, c'est un niveau de talent qui est sans commune mesure. Donc, vite comme ça, tu l'amènes avec Alex Newhook pour le moment, au sein du deuxième trio, qui peut très bien être complété par Patrick Laine. Et puis, ça vient, c'est ça, tu as 2 trios soudainement qui devraient être très, très dangereux. Donc, pour le Canadien, dans une course aux séries, même si on a d'excellentes chances de se qualifier présentement, ça permet d'aspirer à beaucoup, là, aspirer peut-être même à un petit peu plus que juste entrer sur la fesse. Ouais. Quand on a vu, là, Alex, en fin de semaine, le fameux but d'Alex Ovechkin, il y a beaucoup d'attention autour d'Ovechkin et des Capitals de Washington. Les Capitals ont reçu l'aide cette semaine de Ryan Leonard, qui est arrivé de Boston College. C'est un ancien coéquipier de Jacob Fowler. Puis on peut voir à quel point des joueurs, même si de jeunes joueurs, même s'ils n'ont pas l'expérience de la Ligue nationale, sont capables d'arriver à ce temps-ci de la saison et tout de suite d'avoir un impact. C'est pas que Leonard a rempli le filet, mais tu as vu tout de suite que c'est un joueur de la Ligue nationale qui allait aider les Capitals. Fait que je me dis, si c'est vrai pour Leonard, ça peut être très, très vrai aussi pour Demidov, qui, chez des hommes, dans une ligue senior où il était le plus jeune régulier de son équipe, il a fini premier marqueur. Je pense, moi, mes attentes à son égard, c'est qu'il puisse contribuer dès maintenant. Premier marqueur en plus en étant souvent limité dans son temps d'utilisation, particulièrement en première moitié de saison, avant la visite de Bobrov, Vincent Lecavalier puis Kent Hughes qui a porté ses fruits. Là. Hughes avait d'ailleurs dit, quand on lui avait posé la question, qu'il ne regrettait rien. La question était plus d'un point de vue, éthique. Mais d'un côté comme de l'autre, il ne regrette rien. Et il y en a eu des joueurs d'impact qui ont fait une immense différence en arrivant en séries éliminatoires. Souvent des gars de la NCAA, mais pensez à Charlie McAvoy avec les Bruins, Cale Makar avec l'Avalanche. On s'entend que c'est des talents rares, bruts, purs. Mais Demidov, théoriquement, devrait être dans la même catégorie. Peut-être pas que Makar, mais dans ces eaux-là en termes de talent. Alors, c'est à ça qu'on s'attend, là. J'allais vous demander... c'est la plus grosse affaire qui s'est passée depuis quoi? Tu as donné quand même de bonnes pistes, Alex. Lane Hutson. Peux-tu renchérir? Ouais. C'est ça. On n'a pas besoin de chercher de reculer longtemps. On peut reculer avant hier. Non, mais c'est vrai que Lane Hutson, c'est une autre recrue qui a été très, très marquante pour le Canadien. Mais c'est drôle parce que il y a le lien entre Hutson et Demidov. C'est Piquet Souban. Parce que la dernière fois que le Canadien a eu un défenseur qui est arrivé avec un aussi gros impact, ça a été Piquet Souban. Et quand est-ce que Piquet Souban est arrivé? Au début des séries éliminatoires face aux Capitals de Washington. Fait que là, Demidov, qui pourrait débarquer avec le Canadien, attend pour les séries éliminatoires face aux Capitals de Washington. Wow! Tout est dans tout. Il reste que ça vaut la peine d'interrompre vos activités de l'après-midi, les gars. Ouais, mon fils n'est pas d'accord avec ça, mais... ça achève, dit, de tenir bon. Fait qu'on s'attend à le voir, la semaine prochaine? Écoute, peut-être dès le fameux dos à dos qui nous attend en fin de semaine, vendredi, samedi. Moi, je ne serais pas surpris. Je veux dire, Oliver Kapanen est arrivé, c'était quoi, mercredi soir dernier? Puis, dans des circonstances finalement un peu exceptionnelles, a sauté dans la mêlée le samedi. 3 jours plus tard. Donc, oui, il y a un peu de décalage horaire, mais ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont fringants, il y a 19 ans. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas jouer vendredi ou samedi. Comme le disait un de nos mentors, Alex, voyons, t'es capable d'en prendre. T'es jeune. T'es jeune, Ivan. Les gars, vous autres, vous êtes de moins en moins jeunes, puis vous venez de le donner l'effort supplémentaire. Un gros merci. Écoute, ça s'appelle donner le 1,6 km de plus. Voilà. Et là-dessus, de retour à notre programme régulier. Ça va, les recherches de voitures? Ça va? Il y a des auditeurs qui m'ont écrit pour m'encourager. C'est bon. Alors, c'est très apprécié. Si jamais ils ont des options... C'est ça, ils t'ont pas écrit avec des... Non, il n'y avait pas de... Non, je viens de me souvenir, là, le moment marketplace de l'épisode de la semaine passée. Quand on a besoin de soutien psychologique, c'est toujours bon de pouvoir compter sur un réseau. Tout à fait. Exactement. Alors, lâche pas dans ta recherche de voiture, etc. Lâche pas. C'est apprécié. Ouais. C'est apprécié. C'est sûr que si Martin n'avait pas... embouti ma voiture là, le 1er avril. On ne sait pas ce qu'il faisait. C'était mieux. On ne sait pas comment ça s'est passé. Non. On a toujours pas compris. Oh là là.
Comment vous vous sentez? Ça achève, hein? Comment vous vous sentez? Fatigué. Ouais. Parce que là, je veux pas être plate, mais c'est pas fini. Ça regarde pour être pas fini. Ça là. regarde bien. Mais enfin, on y viendra, là, mais... Moi, je me sens regaillardi. Ouais? Il y a pendant une longue période, je me suis demandé si je reverrais des séries éliminatoires à Montréal avant la fin de ma carrière. Ben là, franchement. J'avais l'intention de travailler longtemps. Alors, Je me suis demandé si j'avais encore le goût de faire ça, ce job-là. et là, il me semble qu'on... Il y a une petite lumière. Il me semble que Martin Saint-Louis, là, si on l'imagine en capitaine de bateau, là, il sent la terre... il sent la terre promise pas loin. Là. Terre à l'horizon, là. Oui, il entend des chants d'oiseaux. Là. Il y a de la vie. Oui. En espérant que ce soit pas celui des sirènes. Oui. C'est le chant des sirènes. Ça veut dire que c'est fini. C'est pas bon. Ça veut dire que c'est fini. Et c'est probablement le dernier match de 4 points de la saison ce soir. On est mardi. Ce mardi soir contre les Red Wings. Ben, il y a Ottawa quand même vendredi. Oui, mais un match de. Il y a 5 points d'écart entre les Sénateurs et le Canadien. Peut-être qu'il va y avoir un enjeu pour la 7e place dans ce match-là, mais vraiment pour se qualifier pour les séries, c'est le dernier match intra-division déterminant. Oui. Ben, surtout pour les Red Wings, là, mais enfin, on y viendra. Oui. Parce que là, c'est le moment de parler là, d'autres affaires. Là. Ben oui, ben ça m'a frappé parce que moi, j'ai commencé sur ce qu'on appelle le beat. Oui. Toi, t'as jamais vécu ça, les séries normales? C'était février 2017. Je pense. De mémoire, c'était une semaine avant que Mike Terrien se fasse mettre à la porte. Et ils avaient terminé premier de leur division à ce moment-là. Ils s'étaient qualifiés pour les séries éliminatoires. C'est la belle année de Dwight King, Steve Ott et Andreas Martinson. On s'est grossi. Dwight King, dont la spécialité était de bien savoir changer au bon moment. Et c'est Claude Julien qui avait dit ça vient pas de nous. Et c'est donc 3 mois après que je suis arrivé, j'ai connu des séries, des vrais, dans un vrai contexte. Là, c'était contre les Rangers, ils avaient perdu en 6, mais ça avait été une bonne série quand même. Et plus jamais depuis. Et tu disais, que de printemps fabuleux qui m'attendent. Exactement. Et finalement, parce qu'on a déjà établi que 2020 puis 2021, ça comptait pas. Ça vaut rien. C'est ça qu'on a dit. Exact. Est-ce que je l'ai mentionné ici que le balado en est à sa 8e année d'existence? Pour vrai? Et qu'on n'a jamais couvert de séries normales. Du Canadien, là. On a couvert les séries, là, mais on n'a jamais couvert le Canadien en série dans un contexte normal. Je pense que tu étais un grand frisé quand on a commencé. Exactement. J'étais roux. Il m'appelait tête de cheveux. On avait de grosses têtes de cheveux. C'était mon... Les gens, quand ils regardaient nos clips sur Instagram, ils disaient « C'est qui la grosse tête de cheveux sur le côté? » Ça, donc, que de chemin parcouru. Oui. C'est quand même... c'est une saison absolument... qui va être mémorable. Les gens vont se souvenir de ça. Les performances individuelles des joueurs, la surprise, le bond en avant de l'équipe... c'est une bonne. Non, c'est une bonne. C'est une saison. Il y a de la magie dans cette saison-là. Puis c'est le fun, honnêtement. Tu sais, que le Canadien gagne, que le Canadien perde, on a toujours un sujet, nous, puis on a toujours des histoires à raconter. Mais à un moment donné, c'est le fun de voir qu'il y a de l'effervescence parmi le public, puis que les gens se remettent à adopter leur équipe, puis à avoir du plaisir, que les performances de cette équipe-là génèrent du bonheur. C'est le fun. C'est le fun de voir ça. En fait, c'est souvent plus facile de trouver des histoires et de critiquer quand ça va mal. Les angles... Moi, j'ai déjà entendu des collègues dire, c'est ça. Là, ça va trop bien. Ouais, c'est ça. Les angles nous tombent un peu sur les bras comme ça. Mais quand ça fait, je sais pas moi, 6-7 ans que ça va mal, que tu t'empêtes dans une reconstruction, puis qu'il y avait eu une réinitialisation juste avant, puis parmi les pires saisons de l'histoire du Canadien, il y en a eu plusieurs en peu de temps. Là, c'est sûr que même si c'est plus facile de trouver des angles d'attaque quand ça va mal, il y a un point où si ça va tellement mal, ça devient lourd. On l'a vécu. Un, tu manques d'idées, puis 2, ça peut devenir lourd sur le moral aussi parce que tu les côtoies au quotidien, ces gens-là. Donc, c'est sûr que ça fait du bien. Mettons que ça fait du bien. Et c'était inattendu. C'est probablement pour ça que les gens vont s'en rappeler et que c'est si agréable. C'est comme les soirées improvisées, ça, tu sais, quand c'est pas... Ça te tente pas. Je vais y aller, puis c'était pas prévu. Restez donc à souper, puis là, finalement, le party pogne. Alors, c'est les meilleures soirées. Alors que des fois, quand tu t'en vas dans une soirée, puis que là, tu dis, ça va être incroyable. Ce soir, là, il se passe pas grand-chose. Ça sort de là, exact. C'est vrai.
Bien dit, les gars. Puis c'est vrai que moi, j'aime ça le hockey, puis c'est un sport magnifique, puis c'est intéressant d'un point de vue cérébral, mais c'est quand la magie, quand le fun pogne comme là que ça devient spécial, puis enfin, on y touche peut-être. OK, aujourd'hui, alors, analyse de la série Washington-Montréal. Quel joueur du Canadien remportera le Conn Smythe et les meilleurs endroits pour installer sa chaise sur Sainte-Catherine pour le défilé? Non. C'est très bon. Ça, c'est dans 10 épisodes. Ça, c'est un excellent. Quel line-up. Wow. C'est rare que j'écris. Peut-être qu'il y a un message. Donc, aujourd'hui, une place à perdre. Est-ce possible? Des records. En voulez-vous? Et il reste juste 10 jours à la saison. C'est tellement hockey. Épisode 395. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et piéton. Et oui, comment dire, homme de locomotion diverses. Je m'appelle Alexandre Coupal. Non, c'est mardi. Il faut que c'est un gros match mardi. Troisième période, c'était la plus importante partie de notre saison. Puis là, mais la prochaine game, c'est la game la plus importante. Oui, ce sera le match le plus important de l'histoire, encore une fois. Reste que, puis on peut parler des Red Wings un peu, comment dire, là, c'est la saveur de la semaine. Hein? Une semaine, c'est les Blue Jackets. L'autre semaine, c'est les Rangers, les Islanders. Là, c'est au tour de Détroit là, de montrer un signe de vie. Mais, puis je vous laisse, vous prendrez ça là, par l'angle que vous voudrez. Mais ce soir, mardi soir, le Canadien contre les Red Wings a la chance de faire quelque chose, c'est-à-dire comme sortir une menace, sortir quelqu'un de l'équation, une équipe de l'équation. Et c'est une occasion, corrige-moi si je me trompe, qu'ils n'ont pas eu de façon aussi claire et définitive. Là. C'est comme une situation dans laquelle on va les voir pour la première fois. Oui, mathématiquement, le match de mardi soir écartera pas les Red Wings s'ils subissent la défaite, mais ça va les placer vraiment à bonne distance. Faire mal. Ça va être une côte extrêmement difficile à remonter. D'ailleurs, déjà... si le Canadien remporte seulement la moitié des 10 points qui sont encore à l'enjeu, il faut que les Red Wings aillent chercher 11 points sur 12 pour rattraper le Canadien. C'est vraiment... Il reste Ça commence. C'est mathématiquement possible et c'est pas mal juste ça. C'est ça. Il reste plus beaucoup de marge de manœuvre. Et pour une fois, c'est pas le match le plus important de la saison du Canadien parce qu'ils ont quand même un coussin sur les Red Wings, mais c'est le match le plus important des Red Wings. Et eux, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Il faut qu'ils remportent ce match-là. C'est une équipe qui a eu une descente aux enfers depuis la fin du mois de février. Là, ils ont remporté 4 matchs sur 14. Mais là, ils ont un petit soubresaut. C'est une équipe qui vient de remporter 3 de ses 4 derniers matchs. Et eux, ils vont se battre à la vie, à la mort. Et je trouve que c'est un test intéressant pour le Canadien parce que c'est une occasion... ça va être un match avec une intensité là, des séries éliminatoires venant de la part des Red Wings. C'est une occasion pour le Canadien de montrer si on est capable de faire le travail soi-même et de larguer des poursuivants. Là. Alors, c'est ça. J'ai très, très hâte de voir ce match-là. Et c'est une drôle de bébite, les Red Wings de Détroit, parce que c'est une équipe qui, à 5 contre 5, qui est vraiment mauvaise. C'est 29e dans la Ligue nationale pour le nombre de buts marqués à 5 contre 5. Mais un avantage numérique, c'est l'équipe qui a le 2e plus haut total de buts marqués cette saison. Donc, c'est une équipe qui vit et meurt avec son avantage numérique. Il va falloir que le Canadien affronte cette bête-là de façon méthodique, là, essayer de ne pas séjourner trop souvent au banc des pénalités. Et c'est difficile de gagner quand tu joues contre un gardien qui est dans une bonne passe. Et Cam Talbot, de ses 5 derniers départs, il y a 945 de moyenne d'efficacité, 1,72, je pense, de moyenne de buts alloués. Alors, c'est vraiment un match. C'est pas le match le plus important de l'année, mais c'est un match qui est une occasion pour le Canadien de prouver quelque chose. La dernière fois qu'ils ont eu une occasion semblable de faire très mal à un adversaire dans la course aux séries, c'était plus tôt dans la saison, c'est le 23 janvier contre les Red Wings de Détroit.
C'était la fin de cette très, très belle... On ne le savait pas encore, mais c'était la fin de cette belle séquence du Canadien qui avait commencé pendant le temps des fêtes, puis qui les avait vus être une des meilleures équipes là, de la Ligue nationale pendant un bon mois, un mois et demi. Et ils venaient de s'installer en série. Ils venaient de battre le Lightning de Tampa Bay. On était ensemble, je pense, pour ce match-là. Et avec un autre ralliement tardif de dernière minute en troisième période, ça en faisait plusieurs. On voyait plusieurs signes poindre là, de crack dans la coquille un peu. Ouais. Et ça a été contre les Red Wings un mauvais match pour le CH. Ils avaient perdu 23 janvier et c'était la première de 8 défaites en 9 rencontres qui nous avait mené jusqu'à la pause pour la confrontation des 4 nations. Donc, ils en ont eu des occasions comme celle-là. Autrement, ailleurs, à d'autres moments. Là, c'est sûr qu'on est tout près de la ligne d'arrivée. Donc là, c'est fatal. Là. Tu portes un coup de grâce. Oui. Non, mais c'était d'importance à ce moment-là. Il venait de prendre place en séries éliminatoires avec le dernier laissez-passer, puis ils se sont écroulés. Donc, c'est arrivé quand même. Ils n'ont pas toujours été capables. Je pense à un match contre Columbus aussi, juste avant Noël, qui aurait pu faire mal, puis qu'ils ont échappé. Donc, on a vu le Canadien dans ces positions-là. Puis là, c'est de démontrer à quel point ils ont progressé parce que moi, je trouvais qu'il y a des signes de progression évidents. Vous direz, c'est apparent, mais en fin de semaine, par exemple, où ils n'ont pas disputé de très, très bons matchs, particulièrement contre les Prédateurs, là, mais ils ont trouvé le moyen de battre des adversaires plus faibles qu'eux sans être au sommet de leur art. T'sais, contre Philadelphie, il méritait de revenir dans ce match-là, mais ça reste que Josh Anderson n'était pas là. Il perdait encore 1-0 après 2 périodes. Il y avait eu une mauvaise première période. Très mauvaise première, même s'il y avait eu le meilleur en deuxième. Oui. Ça sentait le piège, le genre de match où tu reprends le contrôle, mais tu n'arrives pas à marquer. Puis bon, ils ont réussi à venir de l'arrière. Contre Nashville, c'était sérieusement mal embarqué. Honnêtement, ils ne touchaient pas à la rondelle, là, particulièrement en première période, mais même en troisième, ça n'a pas été facile et tout. Et... ça a sonné, la contestation de Martin Saint-Louis a sonné le réveil, on dirait, mais ils sont allés chercher un match qui n'aurait pas dû gagner, je pense. Dobèche, c'était pas toujours beau, mais ça fait le travail. Ouais. Alors, ça, c'est quand même un grand signe de, appelez ça comme vous voulez, progression, maturité, efficacité collective, peu importe, mais ils en ont démontré là, des signes de progression, puis contre les Wings, ça va être encore un autre test. C'est rien que ça, là, des tests à plus finir depuis 2 mois à peu près. Non, mais je présentais les choses sous cet angle-là parce que, tu sais, quand on va regarder la saison dans son ensemble, on constatera peut-être que, dans le fond, le Canadien a connu ses meilleurs moments après que ça aille mal. Tu sais, ça allait mal en début de saison et là, à un moment donné, il y a eu un déclic. Ils sont partis sur une séquence... c'est quoi le mot? L'adjectif. Je cherche un bel adjectif, là, Alex. Là. Une séquence... Fabuleuse? Non, je cherchais mieux que ça. On va y aller avec fabuleuse. Ça a commencé à s'étioler et là, ça s'est mis à aller mal. Et là, il a fallu que ça aille mal pendant un certain temps pour que ça redémarre. Et on vient de le vivre là, sur un plus petit échantillon, mais au retour des 4 nations, ça allait bien, ça s'est mis à craquer. Et là, ça a été mal pendant quelques matchs avant de redécoller. Ouais. Moi, j'avais confiance que ça redécollerait à temps, puis c'est ce qui est arrivé. Mais là, ce soir, c'est ça. Tout est là pour que ça... Parce que ça, tu dis dimanche ou en fin de semaine, ils ont été capables de battre des équipes plus faibles. Oui. Mais en même temps, c'est ça. Ça craque un peu. Oui, mais tu sais, contre Nashville, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue là aussi. C'était 5 matchs en 8 jours. C'était un rythme effréné. Le calendrier du Canadien au mois d'avril est intense. Là, 9 rencontres en 16 jours, c'est énorme. Là. C'est un rythme un peu pandémique, puis tout le monde avait la langue à terre. Donc, je pense qu'il y a de ça là-dedans aussi. Jouer à Montréal samedi soir. Je pense qu'il c'est 23 heures. Est-ce que ça se peut? Il y avait pas un décalage ou... Pardon? C'est 2 matchs. On dit 2 matchs en 24 heures, parce que c'était à 18 heures à Nashville, ouais, effectivement. Et donc, Montréal-Nashville, il faut que tu le fasses, le déplacement quand même. Il y a bien des équipes de l'Ouest là, qui vivent ça toutes les semaines. Ils pleureront pas sur mon plaidoyer, là. Mais le Canadien n'a pas tant l'habitude. Puis c'était une séquence difficile. Et je pense que c'était beaucoup ça la première période. Là. Ils n'avaient pas leurs jambes. Tu sais, quand tu as de la fatigue mentale, c'est quoi
c'est quoi le premier aspect qui se met à décliner? Ben, c'est ta capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Tu es moins alerte, tu as les sens moins affûtés, tu prends des moins bonnes décisions. Puis... Ce que je trouve complètement fou dans la saison du Canadien, c'est qu'ils ont été capables de remporter des matchs comme ceux-là cette saison, alors qu'auparavant, là, c'était comme... C'est ça. Tu les voyais jouer comme ça en première période et tu savais que c'était terminé. Là, tu pouvais dire, remballer votre matériel de camping, puis on s'en retourne là, parce que la soirée est finie. C'est terminé. Et là, même quand ils ont pas un bon match dans le système, ils trouvent une façon de s'accrocher. Le gardien stoppe les rondelles. On réussit à aller marquer quand même. Puis c'est combien? C'était 27 défaites par un but la saison dernière? Ah, il y en avait, je me rappelle pas par cœur, mais il y en avait énormément. Puis cette année, ils ont nettement le dessus à ce niveau-là. Fait que c'est une marque d'une bonne équipe d'être capable de gagner quand t'as pas ton... Oui. Quand tout va pas parfaitement. Et de venir de l'arrière. Ouais. Ce qui n'est pas l'idéal, mais d'être capable de le faire quand on a besoin, c'est important. Puis tu sais, Gallagher, après le match samedi, disait... on n'était pas inquiet après 40 minutes, même si on jouait pas si bien, on perdait 1-0, mais on a fait ça toute l'année, venir de l'arrière et tout. Puis là, j'y ai pas dit, mais j'étais comme... Toute l'année, non. Parce que durant la première moitié de saison, il n'y parvenait pas à venir de l'arrière, jamais. Il parvenait à tirer de l'arrière. Ça, il parvenait à ça. Ils l'ont fait toute l'année. Oui, ça, c'est pas pareil. C'est le deuxième bout là, qui était plus difficile. Et la première fois que c'est arrivé, en fait, c'est au 37e match de la saison, au 31 décembre, contre les Golden Knights de Vegas. C'est la première fois que le Canadien perdait après 2 périodes et remporter un match. Avant ça, ils étaient 0-13-0. Donc, 13 défaites en temps réglementaire. Ils étaient allés chercher aucun point quand ils perdaient de l'arrière après 2 périodes. Depuis ce temps-là, ils ont une fiche de 8 victoires, 11 défaites et 3 autres en bris d'égalité. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne fiche là, pour une équipe qui perd après 2 périodes. Là, de jouer, d'aller chercher autant de points que ça, c'est énorme. Alors, on parlait de progression. Martin disait avant, on le savait à l'avance quand ça allait pas bien. On connaissait le scénario. Mais ça a vraiment changé, effectivement. Il y avait quelques défis aussi supplémentaires en fin de semaine. Là. Josh Anderson a dû s'absenter. D'ailleurs, félicitations à toute la petite famille qui accueille un premier enfant. C'est ça, hein? Oui. Ben, sa blonde était... J'ai pas regardé sur Instagram ni rien. Est-ce qu'il a fait une publication? Mais oui, sa copine était sur le point d'accoucher, mais ça a pas été... On n'a pas eu l'occasion d'y parler depuis, là. Donc, on imagine que c'est ça, mais pour l'instant, le Canadien s'en est tenu à des raisons familiales. OK. Ah, je pensais que c'était... D'accord. Non, mais c'est juste que lui avait dit jeudi que c'était imminent, effectivement. Donc, tout le monde a sauté aux conclusions. Exact, mais ça n'a pas été confirmé. OK. J'allais dire, tu vois, j'ai fait un détour et merci de l'avoir... bien, pas recadré, mais de l'avoir mis à jour. Ce que j'essaie d'illustrer, c'est qu'il a fallu prendre des décisions aussi parce que Anderson était absent, Savard s'est blessé. Puis évidemment, on regarde la brigade défensive du Canadien, puis c'est la quête des records de Lane Hutson qui prend beaucoup de place, avec raison. Hein, Martin, tiens, réglons ça tout de suite. Segment Lane Hutson. Non, mais je parle. Non, mais et restez là pour le deuxième segment sur Lane Hutson après celui-ci, parce que l'émission spéciale. C'est pas là que j'allais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Et arrêtez tout ce que vous faites. C'est tellement Lane Hutson. Épisode 392. Et on va parler du record d'Ovechkin tantôt, mais c'est pas impertinent de se demander ce record-là, donc du plus grand nombre de passes pour un défenseur recru. Oui. C'est pas impertinent de se demander jusqu'à quel point c'est difficile à réaliser. Parce qu'évidemment, devenir le meilleur buteur de l'histoire, là, on est d'accord pour dire que on est tous... On pensait pas voir ça. Mais peut-être que celui-là aussi, on est chanceux d'en être témoin. Oui. À travers l'histoire de la Ligue nationale, le record du plus haut total de buts en carrière a été abaissé. Le record de Gordie Howe, ça a pris 30 ans avant qu'il soit abaissé par Wayne Gretzky. Le record de Gretzky, ça a pris 26 ans. Ça a pris 30 ans aussi. Et c'est un record à deux variables. Il faut que tu sois très talentueux et il faut que tu joues très longtemps. Il y a juste 28 joueurs sur 5322, je pense. 5300 attaquants qui ont joué 1400 matchs et plus dans la Ligue nationale. Fait qu'il faut que tu
tu te qualifies dans ce groupe select-là pour avoir accès à ce record-là. Mais moi, ce que je trouve fascinant dans le record que poursuit Lane Hutson de 60 mentions d'aide, il est à 58 présentement, c'est que c'était accessible à tout le monde, que tous les jeunes défenseurs qui ont posé un patin dans la Ligue nationale pour la première fois, qui sont devenus des recrues, c'était accessible. Donc, c'est un record de talent pur. Et il y a 1900, je donne une petite seconde, c'est ça, il y a quelque chose comme 1902 défenseurs qui ont joué, 1904 exactement, qui ont joué depuis la saison 1981-82 dans la Ligue nationale, après que Larry Murphy ait enregistré ce record-là. Et il n'y a personne qui a réussi, parmi tous ces joueurs-là, à amasser 60 mentions d'aide dans une saison. Alors que je trouve, et ça fait donc 44 ans de ça. Alors, quand un record dure 44 ans dans une ligue majeure aussi compétitive que la Ligue nationale de hockey, qu'il y a eu 1904 joueurs qui ont eu l'occasion de le battre et que personne ne l'a battu, je m'excuse, mais c'est pas un record anodin, là. C'est une marque significative à mes yeux. Et on parle de ça depuis le début. Lane Hutson a devancé Chris Chelios, c'est ça, puis on dirait que ce sont des notes de presse qu'on lance comme ça, puis que c'est anodin. C'est un membre du Temple de la renommée du hockey qui a devancé, et là, il s'apprête à battre un record qui dure depuis 44 ans. Je trouve que c'est incroyable, honnêtement, et peut-être que c'est pas assez... peut-être qu'on ne l'explique pas suffisamment bien, mais j'espère que s'il le bat à Montréal, ce record-là, qui va avoir une marque de reconnaissance équivalente à ce que ça représente comme exploit. Aux dernières nouvelles, Larry Murphy ne va pas suivre le Canadien pour assister. Non. Aux dernières nouvelles non plus, il n'y a pas eu de communication entre les deux, puis Gary n'est pas non plus dans le... Gary n'est pas dans le loop. Non, il n'est pas du party. Non. Ah, c'est impressionnant, honnêtement. Hutson, je regarde ça, il est rendu à l'égalité au 6e rang pour les points au total, mais il reste 5 matchs à la saison. Il pourrait très bien finir en termes de points là, comme la 3e meilleure saison pour un défenseur recru de toute l'histoire, derrière Murphy puis Brian Leach qui sont à 76 et 71 points. Non, puis on s'entend, les 2 passes qui manquent là, pour rejoindre Murphy, c'est 20 minutes dans un match pour Hutson. C'est une période. Là. En deuxième. Il va régler ça en deuxième. Il est capable. Ouais. Mais on en parlait aussi la semaine dernière. Moi, c'est ça. Ce record-là est hallucinant. Sa façon... Ce qui m'impressionne le plus dans sa saison, c'est son niveau de performance depuis le retour de la pause. Mm-hmm. Parce que clairement, c'est en train de péricliter. Puis il en est sorti revigoré de manière assez hallucinante. Il ralentit pas depuis. Et son bilan défensif, c'est vraiment jour et la nuit. Il était à moins 20 après la pause. Quand on est revenu de la pause des 4 nations, il était à moins 20. Il est à moins 2 présentement. Donc à plus 18 depuis... Et il est premier dans la Ligue depuis ce temps-là. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Quand c'est arrivé, la pause des 4 nations, je considérais, peut-être qu'on en avait parlé, que c'était un avantage pour le Canadien d'avoir pas trop de joueurs impliqués dans ce tournoi-là. Parce que c'est presque 2 semaines de vacances dans le milieu de la saison, de pause. Les Capitals de Washington, de mémoire, n'avaient aucun joueur. C'est fâché, d'ailleurs. Et on voit les résultats au classement aussi. Là, Saint-Louis. C'était un luxe. Je réfléchis à voix haute, mais... Eux, il y avait leur gardien, Saint-Louis. Il y en avait quelques-uns, c'est vrai. Mais je veux dire, Thomas n'était pas là. Les attaquants. Thomas n'était pas là. Les attaquants. Mais le Canadien était une équipe complètement transformé en revenant. Et s'il n'y avait pas eu cette pause-là, la façon dont Hutson jouait avant cette pause-là, je ne sais pas s'il aurait été capable d'avoir une fin de calendrier aussi électrisante que ça. Ça fait assurément partie... Il avait frappé le mur, là. Ça fait partie de la magie là, des ingrédients. Absolument. Et le deuxième segment sur Lane Hutson, on est là, sans transition. Tout ça à droite. Tout ça en jouant à droite la plupart du temps. Depuis, il avait joué un peu à droite avant la pause, mais depuis la pause, c'est pas mal ça. Et il avait joué avec Mike Matheson à droite aussi. Les deux s'étaient échangé ça. Oui, c'est ça. C'est parce que ça certains diront il joue partout. C'est du hockey sans position, comme on dit. Voilà. C'est ça. Comme disait Claude Ruel, il se criss-crosse sur la patine. Non, mais
comme l'expression en anglais. Oui. Oui. Tout à fait. Ils disaient que les frères Schnadi, c'était beau de les voir se crisscrosser au centre de la glace. Parfait. Ben voilà. mais je parlais de l'absence de Savard, c'est ce qui a lancé ces deux excellents segments. Tellement Lane Hudson. Tellement Lane. Moi, j'ai cette obsession. Hein, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Là. Ça fait longtemps que vous le savez. Moi, un gaucher à gauche. Moi, je suis pas un gars compliqué. Un gaucher à gauche. T'es comme Mike Babcock. Un droitier à droite. Un gars avec une palette droite au centre. Oui, c'est ça. Pas de curve. J'espère que c'est un des seuls points en commun que t'as avec Mike. Allez, oui. Je pense. Tantôt, il a demandé à voir. Il y a mon cellulaire. Ouais, c'est ça. Coquin. Et là, avec comment les choses se passent, ça m'apparaissait comme important cet été d'aller chercher un gars dont la qualité principale est d'avoir un bâton avec la palette qui tourne, qui curve sur la droite. Puis je me dis, c'est peut-être correct finalement comme ça, parce que c'était facile de dire, hey, on a beaucoup de défense. Il n'y a pas vraiment de place à gauche, parce que là, tu as Goulet, Matheson, Hudson. Là, t'as pas rentré Jacky, t'as pas de place pour Strubel. Donc, de voir Hudson avoir autant de succès sur l'autre côté, je trouve que ça règle un peu ce problème-là. Mais c'est peu là, d'avoir un seul défenseur droitier dans ta formation. Tu veux dire, t'es à une blessure depuis en avoir pantoute, donc c'est sûr que ça peut devenir un peu plus compliqué. Mais certains diront que Logan Mailloux il fait déjà plus partie des plans, mais t'as quand même Ryan Backer, Ryan Bowe. Oui, mais puis je pense qu'ils vont donner toutes les chances à Ryan Backer de faire partie de la formation l'an prochain, mais on verra où il va en être. Là. Pauvre petit Ryan Bowe, il a de la misère à rester en santé puis à jouer plusieurs matchs, ce qui est un peu malheureux, mais c'est sûr que c'est le plan d'intégrer Ryan Backer à droite dans cette formation-là l'an prochain. Mais ça va prendre au moins ça, puis peut-être même un troisième. Mais la façon dont ça va pour Ryan Backer, on peut quasiment dire qu'il a pris une année de retard. Il n'y a pas eu absolument pas de volume cette année. Ça va être difficile de percer l'équipe. Ce qui est dommage dans son cas, c'est que il joue pas en ce moment. C'est qu'il joue pas. Oui, non, mais quand il est revenu au jeu, on pensait en septembre que c'était une année gâchée, puis finalement, on a eu... On a cru qu'il allait peut-être pouvoir en sauver une bonne partie, parce que je me rappelle plus par cœur, mais il restait peut-être une vingtaine de matchs ou une 15-vingtaine de matchs quand il est revenu à la saison du Rocket. Puis là, tu te dis, ils sont en excellente position, on pourrait faire un bout de chemin en série. Puis bref, on calculait ça, puis de mémoire, on disait, il pourrait jouer 35 à 40 matchs, puis si c'est le cas, ça va complètement... Ben oui, c'est bien, ça peut complètement racheter cette saison de développement perdue. Là, pour l'instant, c'est sûr que ce jeu-là il est blessé, il n'est pas blessé, il peut jouer, il ne peut pas jouer. Ça... c'est le protocole. On a un protocole. C'est plate pour lui. Là. Est-ce qu'il est revenu trop vite au jeu? La question peut se poser. Alors, on parlait gaucher-droitier tantôt. L'importance, j'ai l'alignement devant moi d'une des plus grandes équipes de hockey de l'histoire du hockey. L'équipe de l'Armée rouge, 1979-80. Il y avait 3 droitiers dans toute la formation. Aucun défenseur droitier. Tous des gauchers. Ça allait moins vite. Hein? Ils sont moins, comment dire... Les règles étaient différentes, avec la ligne rouge et tout ça, mais je peux te dire que ça allait vite. Ça allait vite, mais le jeu s'est tellement accéléré. C'est juste... À cause de l'époque, là, c'est pas que c'était des moins bons joueurs. Sur les petites patinoires, je pense le fait de ne pas être sur ton côté, ça te rend, si t'es défenseur, surtout, ça te rend vulnérable à faire frapper. Là. Il y a une partie du jeu que tu vois pas. La qualité de tes passes pour sortir, si t'es pris pour y aller sur ton revers, comme dit la bonne vieille expression, il y a 32 endroits dans la Ligue nationale où tu peux pas faire une passe du revers en zone défensive. C'est 32 amphithéâtres de la Ligue. C'est ça. C'est à Montréal, à New York, à Vancouver, etc. Alors, c'est ça. Ça, puis les joueurs qui jouent sur leur côté opposé en défense parlent souvent de ces défis-là. Puis aussi, ta rondelle est moins bien protégée. Forcément, si tu es un gaucher, tu joues à droite. Quand tu es en sortie de zone, ou c'est plus en termes de protection de rondelle, c'est plus difficile un peu. C'est sûr que le coup de patin de Hudson, de Matheson, ça aide beaucoup.
Mais même pour Matheson, qui est assurément le meilleur patineur de cette brigade défensive-là, il peinait à droite, c'est pas donné à tout le monde. Donc, mais tu peux en avoir un, je pense pas que ce soit un problème. La façon dont Hudson il joue présentement, c'est très rassurant, puis ça peut le faire dire, regarde, on n'a peut-être pas besoin d'en avoir trois tout le temps. À court terme, c'est pas comme s'il faut régler absolument ça. Mais ça prend plus que juste Carrier, mettons, puis ça va dépendre de Reinbach. Mais ce ne sont pas tous les défenseurs qui sont capables de faire. Ça prend non, exact. Et ce que j'essaie de... C'est ça. Je voulais insister sur le fait que, visiblement, Lane Knutson est capable, là, ou du moins sur une période de temps donnée. Le match le plus important de l'histoire du hockey. On a évoqué son travail rapidement. C'est toi, Alex, qui a dit c'était pas tout le temps beau, mais ça a fait le travail. Oui. Il y a une séquence où il a perdu pied, je pense, sur le premier but. C'est McCarron, le premier but? Ou c'est celui qui a été refusé? C'est celui qui a été refusé. Ouais. C'est Stamkos, le premier but. Oui, il est pas pire, lui. Ouais. C'est vrai qu'il a eu l'air, ça l'a pas bien fait paraître, mais je dirais pas que... Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, après ça, au contraire, il dégageait un peu cette espèce de force tranquille qu'on avait vu dans ses premiers matchs. Ben, j'ai trouvé que non seulement il avait été efficace, mais qu'il avait semblé retrouver un peu là, de prestance. Ouais. Ben, il a une très, très belle qualité. Là. Il a un bel instinct. Il a un très bon instinct, puis il se bat. Vraiment, il est très compétitif. Il est combatif. Il est combatif, c'est ça. Donc, ça, ce sont deux belles qualités. Puis, c'est ce qu'on a vu à l'œuvre, je pense, dimanche. Mais il y a clairement encore, puis je suis pas un spécialiste des gardiens, mais ça se voit. Puis j'en avais déjà parlé avec des gens qui connaissent ça plus que moi. Là. Je les nommerai pas, mais des analystes dont la job avant était d'être gardien de but dans la Ligue nationale, par exemple. C'est pas pire, ça. Ça aide. Disaient, techniquement parlant, il y a encore beaucoup de failles. Sa capacité à bien repérer les rondelles dans le trafic, c'est difficile. C'est vraiment un aspect sur lequel il va falloir qu'il travaille. Il peinait tellement à contrôler ses rondelles dans ce match-là. Les retours, je veux dire, là. Les retours de lancer contre Nashville, il étouffait à peu près aucune menace. Là. Dès que la rondelle se rendait à lui, ou presque, j'exagère un peu, mais quand même, il y avait un retour. Là. Donc après ça, c'est là que son instinct et sa combativité le servent bien, mais c'est pas un gardien qui était pleinement en contrôle tout le temps. Alors, il a été bon. Ça a été un de ces matchs-là où il a été suffisamment alerte puis athlétique et tout pour pallier les lacunes, disons. Mais il y a encore pas mal de travail à faire. Puis je suis pas sûr qu'on va le revoir beaucoup d'ici la fin. Là. C'est pas lui qui commence le match numéro 1 contre Washington? Moi, personnellement, j'ai aucun problème. Je ressens aucune... Tu es conséquent. Je considère c'est ce que tu nous avais dit. Je considère pas que le Canadien est mal pris quand Debèche est dans le filet. Et c'est vrai que son style n'est pas conventionnel. C'est vrai qu'il est pas aussi... Son style n'est pas aussi lisse. Pour les déplacements dans le filet, puis l'efficacité de chaque geste qui est posé. Mais il y a vraiment une grande qualité, je trouve, sa confiance en lui et sa combativité. Mm-hmm. Puis on a tous fait un saut pendant le tournoi des 4 Nations. Jordan Binnington, on le voit pas jouer plusieurs matchs collés dans une saison. Là, il passe, il joue contre le Canadien, puis on peut attraper un match à la télé ici et là. Et Jordan Binnington... d'un point de vue technique, c'est pas très, très fort. Non, là, tu le compares à Montembeault, par exemple, Colin. Puis, Binnington a gagné une Coupe Stanley, puis il se débrouille avec ça. Puis c'est un gars très... des fois, même ultra combatif. Là, il pique des colères, des fois, et tout ça. Dominique Hachek avait un style qui s'enseigne nulle part. Sa combativité, des fois, prenait le dessus, puis il posait des gestes saugrenus, mais il arrêtait la rondelle avec ça. Alors, mais moi, j'aime la confiance. Puis c'est vrai qu'il y a eu une séquence, quand on regarde sa fiche au cours des derniers... Ça a commencé un peu avant la pause des 4 Nations. Là. Sa fiche n'était pas reluisante en termes de victoire-défaite, mais il a souvent été placé dans le filet dans des matchs où le Canadien était franchement mauvais. Et son utilisation a changé aussi après la pause des 4 Nations. C'est très difficile pour un jeune gardien de ne pas jouer souvent, de jouer une fois ou 2 semaines.
Et c'est pas pour rien que tous les gardiens, la plupart des gardiens auxiliaires dans la Ligue nationale, ce sont des vétérans qui ont beaucoup de vécu parce qu'ils sont capables de gérer ça. Alors lui, il est à un âge où il a besoin de volume pour être dedans et se sentir en confiance. Puis là, en pleine course aux séries, tu te fais lancer dans la mêlée une fois ou 2 semaines parce que là, c'est Montembeault qui est le gardien numéro 1. Alors, c'est ça. Moi, je pense que ce gars-là va avoir une belle carrière, honnêtement. Puis là, tout le monde parle de Fowler qui arrive, mais gérons bien la situation des gardiens parce que il faut bien jouer ses cartes parce que quand t'en laisses partir un qui devient très bon ailleurs, mais t'as perdu un actif important. Là. À la limite, pourquoi pas rappeler Caden Primo puis renvoyer Dobèche à Laval, quitte à... Pour qu'il dispute plus de matchs, parce que là, il y en aura peut-être plus là, d'ici la fin de l'année. Ouais. Ils vont peut-être le renvoyer en série. Ouais. Mais c'est parce que moi, je me disais, peut-être l'autre match, l'autre dos à dos, 2 matchs en 24 heures, Ottawa-Toronto en fin de semaine, je me disais, il va obtenir un de ces 2 départs-là. Puis là, je textais avec Mag. Puis il me disait, si on a la possibilité de clincher, parce qu'il utilise beaucoup d'anglicisme. Ouais, ils sont français, c'est pas... déficient, ouais. Il vient d'un site anglophone. Je pense que ça... Ouais. Malheureusement, ça teinte... La presse? C'est pas le plus grand quotidien francophone d'Amérique, comme il le claironnait. Alors, Mag me disait, s'ils ont la possibilité de se qualifier, je traduis, en séries éliminatoires, je suis pas certain qu'ils vont donner un de ces 2 matchs-là à Dobèche. Okay. Ça se peut. C'est pas une mauvaise réflexion. Ouais. Donc, en ce moment-là, si tu sais que Dobèche, et Caden Primo va si bien à Laval, est-ce que c'est le parfait exemple du tweener? Du joueur, c'est-à-dire le gars ça vient de in-between, là, on s'entend, qui est entre 2 eaux, là, dominant dans la Ligue américaine, mais incapable de s'établir dans la LNH. C'est possible, ça commence à ressembler à ça. Un peu ce qui était Bruce Boudreau quand il était hockeyeur. J'allais dire, il me semble, j'ai pas d'exemple des attaquants ou des défenseurs, il m'en vient en tête, mais des gardiens. Des gardiens, c'est vrai que c'est plus rare. Parce qu'ils brûlent la Ligue américaine. Exact. C'est pas juste bon. Ça fait longtemps, quand même. Donc, en tout cas, bref, est-ce que c'est un de ces rares cas de tweener gardien? De tweenerie? De tweenerie? Il l'a. Mais tout ça pour dire, lui, pas mal plus en confiance. Ça vaudrait peut-être la peine, je sais pas, je lance ça en l'air un peu. Là. Comme Martin dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais ça se peut que Dobèche ne joue plus du tout. Dans le sens que là, c'est le propre d'un gardien numéro 2, là, en série. Oui, mais lui, c'est pas il est encore en mode développement, on s'entend. Oui, c'est ça. C'est pas l'idéal pour lui. C'est pas vraiment un gardien numéro 2. Ouais. L'année dernière, 51 matchs à Laval. À Ohio State, les 2 années précédentes, toujours lui qui gardait les filets. Oui, mais c'est un match par semaine. Oui, mais c'est quand même une quarantaine de matchs. Là, il est juste à 29. Là. Bruce Boudreau, dans la Ligue américaine, a eu des saisons de 109 points, 116 points, 109 points, 120 points. Et dans la Ligue nationale, 70 points en 141 matchs. C'est ça, il n'était pas capable de passer. Comme je dis, c'est chez les attaquants. Même ça veut dire. Vite de même, Kenny Agostino. Ne serait-ce que. Saison de 83 points dans la Ligue américaine. On voit beaucoup ça dans la KHL aussi, des gars dans la Ligue nationale qui étaient des joueurs de 4e trio qui finissent le 3e marqueur de la KHL. Là. Tellement OK. Venez pour les analyses savantes et restez pour l'énumération de statistiques d'obscurs joueurs de la Ligue américaine. Ah oui, on tombe dans un trou. Oui, je vais vous sortir. Revenez. Je vais juste ramener à Dobèche rapidement, puis on parlait de... Martin et moi, on a remarqué la même chose. Je pense pas qu'on soit les seuls, mais la capacité, sa combativité, puis son instinct. Tu sais, quand j'ai fait mon excellente série de textes là, sur le gardien, la garde de but. C'est une qualité qui est de plus en plus rare, ça. Parce qu'on forme des techniciens maintenant, puis c'est entre autres ce que, pas reprochait, mais déplorait François Allaire et d'autres à qui j'avais parlé en disant c'est pas des joueurs de hockey qu'on forme, ce sont des robots. C'est des robots, c'est des techniciens gardiens robots qui sont là depuis, qui ne font que jouer à cette position-là depuis toujours. Alors, en termes de lecture de jeu, c'est pas l'idéal. Qualité athlétique, instinct, combativité, on se fie trop à notre... si on peut dire à la science, très technique du gardiennage, de la garde, de la position de gardien de but. Alors, de voir ça chez Dobèche, c'est une qualité qui est plus... C'est pas nécessairement rare, mais c'est plus commun non plus.
Alors, c'est vraiment un atout qu'il a dans sa manche parce qu'après ça, les corrections techniques avec des gardiens talentueux, ça s'enseigne. Puis il y en a qui vont être capables de faire les ajustements, certains mieux que d'autres, mais quand même, je pense que la base est là, puis il y a quelque chose de bien là, en lui. Il y a ce talent-là. Et là, avec l'entrée en scène de Fowler, c'est ça. C'est un peu un prélude de ce qui nous attend. Là. Il va falloir se poser ce genre de questions-là l'an prochain. On a réglé la brigade défensive. Va-t-on lui dérouler le tapis rouge? Je sais pas, mais si on veut développer, si on a trop de gardiens à développer, à un moment donné, il y a juste deux places. Là. Parce que si éventuellement tu renvoies Dobèche à Laval, c'est pour le faire jouer, forcément. C'est ça. Peut-être en alternance avec Fowler. Mais c'est pour qu'il joue. Donc, Fowler ne jouera pas. Va jouer moins. L'autre option, ce serait de garder Dobèche à Montréal, puis de dérouler le tapis rouge à Fowler, comme on avait fait pour Carey Price à l'époque, et puis qu'il prenne la place de Caden Primo dans une version qui jouera le rôle de Yann Dany dans cette édition-ci du Canadien, c'est-à-dire connaître une très, très bonne saison, se faire tasser pour les séries, puis... C'est pas facile, puis je pense que Primo... pour l'instant, est un peu dans le siège du gars dont le Canadien veut maximiser la valeur autant que possible pour probablement le laisser partir parce qu'il commence à avoir de la circulation à cette position-là. Il fait bien, c'est un vétéran qui fait bien avec l'équipe, qui veut avoir un long parcours éliminatoire. Est-ce que ce serait pas mieux de dire à Fowler, écoute, prends un siège d'observateur, là, puis entraîne-toi avec l'équipe. Regarde ça, là. Puis la saison prochaine, ça va être ton tour. Puis... Le Canadien, ça a été magnifique de voir Carey Price remporter la Coupe Calder quand on l'avait rappelé des rangs juniors, mais après ça, on lui a jeté des pétales de rose sur son chemin. Il est arrivé à Montréal, puis on a persisté, puis ça a pris... Mais ça arrive. Ça a pris plusieurs saisons avant qu'il devienne Carey Price. Mais t'as raison de dire ça. Il y a eu un gros fossé entre la Coupe Calder puis que Price s'établisse vraiment. Puis quand il a rencontré de l'adversité, il s'y attendait tellement pas. L'adversité étant ici incarnée par Jaroslav Halak. Dans le rôle de... Oui, dans le rôle de Jaroslav Halak, qu'il y a eu de la difficulté à la surmonter, puis à l'accepter. Ouais. Parce qu'il était tellement promis à ce poste-là, puis il y a de grandes choses, que ça a été difficile pour lui. Puis il a développé des troubles alimentaires. Tu sais, il a vécu toutes sortes de choses. Là. Il se sentait comme un hobbit dans son trou. C'est l'endroit, probablement, au monde, dans le monde du sport nord-américain, où tu es le plus seul... au monde, là, quand tu es dans le demi-cercle de gardien à Montréal, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Fait que, mais cela dit, ne tirons pas sur la fleur. On va essayer de la faire pousser. Fowler, il va être bon et tout ça, mais ce qui va se passer dans les prochaines semaines ne va pas dicter le reste de sa carrière. Non, mais de toute façon, à Montréal, Montembeault est là. Ouais. Donc, je pense pas qu'il soit question là, l'année prochaine de dire à Fowler, vas-y, t'es notre gardien d'avenir, on te donne le filet, tu sais. C'est sûr qu'il va être couvé là, pas mal plus. Il faut qu'il y ait un rôle de numéro 1 dans la Ligue américaine. Qu'il le démontre. Oui, c'est ça, qu'il le démontre. Puis s'il est époustouflant, extraordinaire pendant une saison complète, mais là, la saison suivante, on lui donnera un poste à Montréal. Puis si ça prend 2 saisons, ça en prendra 2. Les gardiens viennent à maturité plus tard. Alors, le Canadien a le luxe de pouvoir être méthodique. Là. Il y a une certaine stabilité à cette position-là. On n'a pas besoin d'accélérer les choses artificiellement. Il n'y a pas d'urgence. Et comme on vient de l'établir, je pense que Carey Price, la façon dont ça s'est passé, c'est un enseignement. Le passé, ici, nous enseigne quelque chose pour le futur. Ben, le passé est contradictoire à Montréal parce que c'est dans la culture d'entreprise de propulser des jeunes gardiens. Patrick Roy, Ken Dryden, on peut en nommer plein. Des gars qui sont arrivés de nulle part qui ont pris les commandes et qui sont restés longtemps. Steve Penny, c'est un gars qui arrivait de la Ligue internationale. Boum, hey, séries éliminatoires, mon vieux, c'est à toi. Puis c'est une culture particulière, mais c'est arrivé souvent à Montréal que des gardiens sortent de nulle part, qu'on leur fasse confiance. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, faisons attention. Ouais, mais c'était une autre époque aussi. On n'en voit plus des gardiens de cet âge-là. Le dernier, c'est qui? Le dernier teenager, là, ça doit être Marc-André Fleury, j'imagine, là, qui est arrivé à 18 ans dans la Ligue nationale, mais on voit plus ça. C'est vrai que ça se voit très rare. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public.
sociale. Question du public, question du public, question du réseau social. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, dans la foulée d'un événement dont vous avez peut-être entendu parler, c'était ce dimanche, il s'est passé quelque chose. Il y a un gars qui a battu un record d'un autre gars. Bref, on y reviendra. Mais ça nous a inspiré de vous demander, à votre avis, quel sera le prochain record de la LNH à tomber. Alors, sur Facebook, Éloi qui dit le record de but de Ovi par lui-même à la prochaine game. Wow. Ben, c'est bon, ça. Bien fait, Éloi. C'est bon, ça. Louis-Philippe, le record de buts refusés pour des raisons inutiles par Toronto en une saison. On sent un petit peu d'amertume. Toujours sur le book, Martin, le plus de saisons de 50 buts. Puis là, j'aurais pu faire le travail de regarder, là, mais je l'ai pas fait. C'est 9 et c'est Gretzky, Ovechkin et Bossy à égalité. Ah oui, donc... Si Ovechkin en marque 8 dans ses 5 derniers matchs, il va devenir le seul à avoir Alors, bien vu, 10 Martin. saisons de 50. Bien vu. Combien il en manque à Ovechkin? Il y a 42 buts, là. Ah, 8 quand même, c'est beaucoup. Ce ne sera pas de la tarte. Sur le book, non, allons sur le Gram. Le plus grand nombre de passes pour un joueur recru. Ça, c'est pour Michel. Je ne sais pas s'il pensait à quelqu'un en particulier. Le Jack vient de me souffler à l'oreille le record de mise en échec de Cal Clutterbuck, mais je n'ai pas vérifié. C'est lui qui a le record de mise en échec? Le record de l'histoire de la Ligue nationale? Non, en une saison, probablement. Ah, en une saison, peut-être. Vérifie ça pendant que je continue. Il y a Monstre de Chela qui dit le nombre de mises en échec qui sera brisé par Ovechkin aussi. Alors, pendant que tu es là, des poussières, donc tout ça. Puis, une petite dernière sur le tube. Ah oui, c'est Cal Clutterbuck. Puis Ovechkin, en une saison. Au total. Arrête donc. 4029 mises en échec, mais ça ne doit pas être compilé depuis toujours, là, cela dit. Et Ovechkin est 3e. 3735. OK, mais quand même... Non, il ne rattrapera pas. Là. Ouais, Dustin Brown, est-il là-dedans? Là? 5e. OK. Les gars sont forts. Je peux vous dire, voulez-vous compléter le top 5? Alors, on a Cal Clutterbuck au premier rang, Ovechkin 3e. De l'histoire. Dustin, tu vois, ce sont tous des noms contemporains, donc clairement, c'est une statistique qui n'était pas compilée de tout temps. Donc, on a Clutterbuck 1, Ovechkin 3, Dustin Brown 5. Je vais vous donner un indice. C'est un gars qui jouait sur le même trio que Cal Clutterbuck. Ces choses-là. Qui est 2e. Matt Martin. Puis un défenseur qui est passé aux Jets de Winnipeg à la date limite des transactions. Cette année? Qui est 4e. À la date limite des transactions. Il y a un frère qui joue avec les Blues de Saint-Louis. Hein? Shen. Luke Shen. Bravo. Okay. Top 5 des mises en échec de la Ligue. Ça, c'est des petits quiz improvisés de même. Là. T'aimes ça, hein? C'est amusant. Et une petite dernière sur le Tube. On a demandé quel sera le prochain record de la Ligue nationale à tomber. Sur le Tube, on a Torabert qui dit « Aucune idée, mais je suis sûr que ce sera Lane Hudson qui le réalisera car il est tellement bon. » Peu importe. Ça va être lui. Quoique le record de mise en échec, Lane, Bon, comment vous avez trouvé ça là, quand ils ont arrêté le match, là, puis qu'ils ont déroulé le tapis, puis là, Wayne est arrivé, puis... Je regardais pas le match. Bon. Non, parce que t'as écrit là-dessus, t'as écrit, je pense, mot pour mot, je suis pas impressionné. Ouais, c'était un peu ça. Martin Leclerc. Puis t'as signé Martin Leclerc. Not impressed. C'est plutôt meilleur. Non, mais je pense que le titre, c'est meilleur marqueur. Pas sûr. C'était vrai de ça. Pas sûr. Meilleur tireur, par exemple. Et il y avait aucune méchanceté là-dedans. C'est juste que le titre de meilleur buteur, il y a plusieurs façons de l'analyser, puis il y a matière à débat là-dessus. Ovechkin, parmi les... Il est bon. Il est bon, mais c'est avant tout son style. C'est un marqueur persistant parce qu'il tire énormément de rondelles. C'est un gars qui fonctionne par volume plutôt que par efficacité sur ses tirs. C'est l'être humain qui a réussi le plus grand nombre de tirs au filet dans l'histoire de la Ligue nationale. Et donc, il est sorti il est sorti un grand nombre de buts de ça. Il a effectué 6852 tirs en carrière avec un taux de réussite de 13,1 et je comparais, Jaromir Jagr a joué une carrière absolument longue. Là, il a joué l'équivalent de 3 saisons de plus qu'Ovechkin.
et il y a 1215 tirs de moins. Si on prend juste les tirs que Ovechkin a pris au filet, a dirigé vers le filet et avec lesquels il n'a pas marqué, il y a encore quelque chose comme 1000 tirs de plus que Wayne Gretzky. Là. Alors, c'est un gars qui a fonctionné au volume, qui a tiré au filet, et ça explique probablement pourquoi il y a moins de mentions d'aide que 15 des 20 meilleurs marqueurs de son époque. Là. C'est pas un fabricant de jeu, c'est un pur tireur. Il était occupé à tirer. Mais il les a marqués, ces buts-là, mais comme je disais tantôt au début du balado, c'est un record à 2 variables. C'est un record qui allie talent et longévité. Et la longévité. Ce qui est une forme de talent. Oui, c'est un talent. Je pense pas que c'est un talent. Je pense pas que Mario Lemieux, son cancer, c'était parce qu'il avait pas assez de talent, longévité ou ses mots de dos. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, c'est ça. Fait que le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale, la façon dont on parlait de ça, je trouvais, au cours des derniers jours, ça écartait des gars comme Mike Bossy, qui a probablement le record le plus inatteignable du hockey, 9 saisons de suite de 50 buts, qui a la plus haute moyenne de buts marqués par match de l'histoire de la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. 0,76 buts par match. Puis le mieux est à 75, 0,75. C'est ça. Alors, tu sais, le mieux, et si le mieux et Bossy avait eu ce don, avait eu une bonne santé. Il y a une part de chance. Est-ce que c'est de la chance? Je pense qu'il y a une part de chance, c'est ça. C'est sûr. Il y a 28 joueurs sur 5233 qui ont... 28 attaquants sur 5233 qui ont eu la chance de disputer, qui ont eu la longévité suffisante pour jouer 1400 matchs. Fait que ça écarte beaucoup de gens. Mais c'est un... Ovechkin a réussi ça. Personne ne pourra jamais lui enlever, mais il y a des machines offensives extraordinaires qui ont juste moins joué. Qui ont juste moins joué, c'est ça, qui ont été frappés par la maladie ou par un manque de longévité. Ouais, je suis d'accord. Je pense que les deux meilleurs buteurs purs de l'histoire, ce sont les deux petits Canadiens français. Écoute, Mario Lemieux, 690 buts. Il a joué 915 matchs. Il n'a même pas joué 1000 matchs dans la Ligue nationale. Là, puis c'est hallucinant. Et ces 915 matchs-là, il les a joués amochés en grande partie. Il y en a plein amochés avec des maux de dos, plein de saisons amputées. Même au milieu de sa gloire, le 90-91, il joue 26 matchs. 93-94, il joue 22 matchs. Il y a un but par match là, pratiquement dans cette saison-là. C'est le préposé, l'équipement qui venait attacher ses patins dans le vestiaire. Là. Il a marqué dans ces circonstances-là 690 buts. En 915 matchs. C'est hallucinant. 3 saisons où il n'a pas joué, évidemment, à cause de son cancer, mais les 2 saisons précédentes, il avait marqué 50 et 69 buts dans ces 2 années juste avant son cancer. Donc, je veux dire, je pense que ça n'aurait même pas été proche. Il aurait fracassé le record de Wayne. Mais bon, mais ça fait partie de la vie. Là. Ça fait partie de la vie. Non, mais exactement. Mais on parle, la question, c'est qui était le meilleur buteur de l'histoire ou le meilleur marqueur de l'histoire. C'est le genre de record qui peut générer des débats. Tu assois 5 amateurs de hockey autour d'une table, puis ils peuvent parler de ça pendant 3 heures. Exact. Boire plusieurs bières, puis il n'y a personne qui va être d'accord. Personne ne va changer d'avis. Là. Tout le monde va finir exactement sur la même position. Puis ce que je trouve fabuleux, ce que je trouve intéressant dans ce record-là de Ovechkin, c'est que ça démontre que pour arriver à destination des 895, 894 buts, tu peux prendre des chemins bien différents pour y arriver. Là. Gretzky, avant tout, c'était un fabricant de jeu. Marqué, c'était pas sa nature. S'il restait du temps. C'est quand même spectaculaire de dire ça. C'est le gars qui avait le record de buts, mais c'est pas ça qui... Même, t'enlèves tous ses buts marqués en carrière, puis il est encore le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Là. Juste avec ses mentions d'aide. Ça, je pense que c'est la statistique la plus hallucinante. Débile. Puis tantôt, je disais Ovechkin, par rapport à ses contemporains, a moins de mentions d'aide que 15 des 20 meilleurs marqueurs de son époque. Alors Gretzky a 1200 mentions d'aide d'avance sur son plus proche poursuivant de son époque. Là, c'est quand même fou. Alors ce que je disais, ce que je trouve intéressant dans ce record-là, ça montre que tu peux prendre des chemins complètement différents pour arriver au même résultat. Gretzky, c'était... la ruse, il n'y avait pas le plus gros tir. C'était le gars qui était très cérébral, qui créait des occasions de marquer, la finesse.
Et Ovechkin, c'est vraiment steak, blé d'Inde, patate. Là, je m'installe au même endroit, puis je vais t'en tirer. Je décoche. Je vais te décocher des rondelles toute la soirée, puis il y en a une qui va finir par rentrer. Et au total, les performances se sont ressemblées énormément. Là, ça a pris presque le même nombre de matchs pour arriver au même résultat. Puis, tu sais, on disait, c'est un record qui ne sera jamais battu. Ça a pris 30 ans, 31 ans, un peu comme Gretzky. Ça lui a pris 3 décennies aussi battre le record de Howe. Puis, bon, Ovechkin, c'est quand même incroyable ce qu'il a réussi à faire, mais il y a un gars présentement qui roule à un rythme supérieur à Ovechkin depuis le début de sa carrière. J'ai pas lu ça nulle part. T'as pas lu ça nulle part? Non, bon, Ovechkin puis Gretzky sont à 0,6 buts par match. Puis Austin Matthews est à 0,64. Déjà, il y a eu des commotions cérébrales, il y a eu des problèmes à des épaules. Il a déjà manqué beaucoup de matchs. Il a déjà manqué pas mal de matchs. Il a juste 27 ans, cela dit. Il y a encore du temps, mais il a été déjà un petit peu plus hypothéqué. S'il est chanceux, parce qu'il est à 400 buts, le 398, déjà quand même, en 623 matchs. S'il est chanceux, puis qu'il joue encore 13 ans, mettons, il va peut-être, comme Ovechkin. Jusqu'à 40 ans. C'est ça, c'est parce que c'est ce que ça prend. Oui, c'est ça, comme Martin disait, c'est une condition. Si tu veux faire partie si tu veux te donner une chance, faut que tu joues jusqu'à 40 ans. Exact. Si, mettons, tu lui donnes 10 autres saisons à 40 buts en moyenne, c'est beaucoup, mais ça fait 400 buts. Là, il est à 800. Donc, ça va y en prendre un peu plus que ça. Probablement qu'il le fera pas. Mais il y a quand même un gars qui est en avance sur Ovechkin au même moment. Oui, Ovechkin, après ses 9 premières saisons, avait 0,62 buts marqués par match. Puis lui, à 64. Donc, il est un petit peu en avance. Moins 2 buts. C'est un peu comme quand on regarde les compétitions de natation aux Jeux olympiques. Là, tu vois le record précédent. Le nageur court après la ligne jaune. Là, il est un petit peu en avance, mais il reste beaucoup. Il reste quelques longueurs de piscine à faire. Mais c'est ça qui est le plus hallucinant d'Ovechkin, parce que tu as dit, après 9 ans, il était à 0,62, puis il finit à 0,60 après 20 ans. C'est ça. C'est une constance remarquable et inégalée à date. Est-ce qu'il va en mettre 1000? Moi, c'est ça que je veux savoir. Moi, j'aime ça, les gars. Moi, un gaucher à gauche, un droitier à droite, puis 1000, c'est un beau jeu. 1000, c'est un beau chiffre. S'il joue encore 3 saisons, 3-4 saisons. Mais là, il lui reste une année de contrat, puis il a déjà laissé entendre que ce serait la dernière. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il aimerait peut-être aller finir avec 1 ou 2 saisons en KHL en Russie. Oui, pour que M. Poutine puisse le voir jouer. Exact, son chum. Donc, ça ne se rendra peut-être pas à 1000, mais il va fonder le club des 900. Je pense qu'il va être longtemps tout seul dans son club. À moins qu'Austin ou qui sait... Lane Hudson. Si on regarde... Lane est en retard. Lane, lui, la ligne jaune est en avant. Ça a pris 30 ans à baisser le record de Howe. Ça a été pas loin de ça pour le record de Gretzky. Alors, peut-être qu'il y a quelque part un enfant de 10 ans c'est ça. qui joue au hockey quelque part qui va battre le record dans 30 ans. Tu vois, mon fils va avoir 10 ans bientôt. Voilà. Et c'est peut-être toi. Toi qui nous écoutes. Je sème le rêve. Ben oui, tout à fait. Faut y croire. Dans 30 ans, je vais être encore un jeune homme. De moins en moins. Dans 30 ans? Dans 30 ans, je vais pouvoir regarder ça là, avec jeune grand-papa. Non, même pas. Dans 30 ans, j'imagine qu'on va avoir dépassé la technologie du casque virtuel. Sûrement que je vais avoir une puce dans la tête, là, puis que je vais suivre ça, là, je sais pas, en faisant d'autres choses. Je sais pas. Je suis pas capable d'imaginer le futur dans 30 ans. Alors, on s'en reparle dans 30 ans. Oui, bien sûr. Et peut-être que quelqu'un viendra nous voir et nous dira c'est vous qui m'avez inspiré. Dans l'épisode 4117 de Tellement Hockey. C'est aujourd'hui, on reçoit Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Yes. Et quel journaliste? Tout un, hein? Oui. Tout un. D'ailleurs, tu t'en vas là, tu vas aller faire rayonner ton talent sur la route. Dans l'Ontario. Dans l'Ontario, pour le match le plus important de la saison. Tu n'iras pas en voiture, j'imagine? Comment? Tu n'iras pas en voiture en Ontario? Alors, je vais y aller en voiture. Comment je vais tu y aller en voiture, mais c'est pas moi qui conduis. Je covoiture avec des rivaux de médias distincts. Intéressant.
C'est une grande... C'est inacceptable. Ouais, voilà. Mais je leur parlerai pas. Là. Non, faut pas. Donne-leur pas tes idées. Non. Donc, c'est ça, parce que t'es vendredi, es-tu là vendredi? Là, vendredi, Martin là, prend une pause bien méritée. Ouais. Donc, ce sera Godini, le magicien des ondes, et moi-même. Amusez-vous C'est bien. un rendez-vous. Puis bonne route, là. Mais je serai pas là. Non, Je serai pas en tu vas être présentiel. là, mais pas là. Exact. Ça fait, OK. Martin Leclerc, merci. Notre chroniqueur principal au service des sports. Quel bonheur, encore une fois. Écoute. Puis j'en profite là pour vous encourager à cliquer. Quand vous êtes là, cliquez, il y a un pouce en l'air, un cœur. Abonnez-vous. Donnez de C'est l'amour. marqué, abonnez-vous. Ouais. N'hésitez pas, un petit commentaire. C'est qui le gros frisé sur le côté? Ça nous fait toujours plaisir. Ouais, je suis renversé de voir le nombre d'auditeurs qui prennent le temps de nous écrire, de nous envoyer des courriels. Puis, Ça nous fait plaisir. non, c'est... Puis j'en profite pour saluer notre collègue qui nous a écrit il y a 3-4 mois, à qui on n'a pas que personne n'y a répondu, puis qui doit se dire eux autres. Ils ont l'air fins, mais c'est vraiment 3-4. En tout cas. C'est un cas où chacun pensait que l'autre allait répondre. Je m'en vais faire ça. Je me rappelle même plus. Moi non plus, j'ai pas, parce que là, j'improvise tout ça, j'ai pas le courriel sous les yeux, mais on s'excuse, puis on s'en occupe. On va répondre. Parce qu'on n'est pas dans l'édition des Hurricanes de 2020 avec le chandail. Les jerks. C'est ça, c'est ça. Je ne voulais pas le dire. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Un grand merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Et n'oubliez pas que ce soir, c'est le match le plus important de l'histoire Des Red Wings. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.